Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un jeu. Et ce coup-ci, ce sera le tour de Saga. Saga, c'est un jeu des studios Tomahawk qui nous propose de jouer des escarmouches, mais plus dans le sens militaire du terme, car une escarmouche va représenter un combat de moins d'une centaine d'individus. Alors que quand on parle d'escarmouche en jeu de figurines, souvent on pense plus à quelque chose avec une dizaine de figurines indépendantes. Là, à Saga, on va jouer quelques unités, ça va être 30, 40, 60 figurines grand maximum. Mais ça reste un jeu de combat d'unités, un jeu stratégique sur table, etc. Donc là, on va être sur des tables de 90 par 120, format assez original par rapport à d'autres jeux qui nous proposent, mais format bien pratique parce que, mine de rien, c'est la taille de la plupart des tables de cuisine. Donc on peut jouer facilement à la maison. Voilà, donc Saga, c'est un jeu historique. On va pouvoir jouer différentes factions comme les Vikings, les Normands, des trucs comme ça. Il y a plein d'extensions qui sont sorties. Parce en termes de matériel, en fait, on va avoir ce livret Saga, le livre de règles, voilà, qui est un petit fascicule qui fait 50 pages, je crois. 56 pages, voilà. Donc petit fascicule d'une cinquantaine de pages, qui n'est pas très cher, qui sont les règles universelles. Et ensuite, Saga va se présenter sous forme de livres en dur, avec couverture rigide, par période. Donc vous allez avoir l'âge des invasions, vous allez avoir l'âge des croisades, l'âge d'Alexandre pour du grec ancien. Voilà, il y a des trucs comme ça. Ah oui, mais Grégory, t'as dit que t'aimais pas du tout les jeux historiques. Oui, mais le jeu est très bon, alors pourquoi ne pas y jouer, même si... Non, j'aime pas du tout les jeux historiques, hein, et même Saga, qui m'avait énormément plu dès sa première version, je n'arrivais pas à me faire une armée, en fait. J'avais plein de copains qui jouaient la première version de Saga, et j'arrivais pas à me projeter dans une armée, je trouvais pas de figurines que j'avais envie de peindre, je trouvais pas de... Voilà. Et donc là, on est à Saga seconde édition, qui, du coup, a sorti, il y a quelques années, la réponse à ma question. Saga, l'âge de la magie. Et là, du coup, ça me fait plaisir, parce que moi, je peux jouer à ce système que j'aime beaucoup, qui est un système vraiment excellent, avec les fatigues, les activations, les choses comme ça, c'est vraiment très malin, quelque chose que j'apprécie énormément, et là, on va pouvoir, en fait, tout simplement, j'ai pris le jeu, j'ai fait « Oh !» et j'avais 1000 idées d'armées que j'avais envie de jouer, voilà. On reviendra sur les concepts d'armée un petit peu plus tard. Mais du coup, Saga Âge de la magie, ça va être du coup un jeu de bataille agnostique qui va vous proposer de jouer plusieurs unités. Alors c'est assez petit, on va jouer 4 unités, 2 persos, un monstre, voilà, c'est assez restreint, ça va pas être des immenses tas de figurines et tout, et les unités pareil sont assez petites, hein, ça va être une dizaine de figurines en moyenne, hein, ça va être des unités de 4, 6, 8 figurines, grosse unité de 20 pour les petits trucs pas très forts, mais voilà, ça va rarement dépasser ça. Donc c'est un jeu qui est fluide, qui est agréable à être utilisé, on a un petit peu de matériel propriétaire. On va avoir des dés spécifiques, avec des faces spéciales, mais pareil, dans le livre, vous allez trouver un truc qui vous dit quelle face correspond à quel chiffre. Vous allez avoir des réglettes qui sont importantes, ce sont des tailles fixes, et en fait, quand vous vous déplacez, vous allez prendre la réglette correspondant à votre valeur de mouvement, et vous allez vous déplacer, etc. Il n'y a pas de notion de race ou d'espèce. Il y a des catégories de profils, en fait. On va avoir les levées. Les levées sont le plus souvent par 12. Sont pas très forts, mais sont nombreux, donc voilà. Ensuite, on a les guerriers. Les guerriers sont par 8. C'est le corps de la plupart des armées. Ensuite, on a les gardes. Les gardes sont un peu plus balèzes, ils sont par 4. Et ensuite, on a les personnages, les monstres, et tout. Et dans l'âge de la magie, on va avoir les créatures. Les créatures sont par 1.
Non, par 2. En plus, je dis des bêtises. Les créatures sont par 2. Voilà. Et quand je dis ils sont, voilà, c'est le nombre de figurines que vous recrutez pour 1 point. Et après, il y a les personnages, les sorciers coûtent 1 point, vous allez avoir tout ce qui est lieutenant, il y a des lieutenants spécifiques à chaque faction. Le lieutenant coûte un demi-point virtuel. En fait, ça, c'est on retire la moitié d'une unité de fantassin, que ce soit des gardes, des levées ou des trucs, et on rajoute ça à la place. Une créature coûte un demi-point aussi, donc on peut compléter des groupes de créatures qu'on a déjà. Un monstre coûte 1 point. Et il y a toujours ce système un petit peu de trinité dans les profils. C'est-à-dire qu'on a levé, guerrier, garde, et ensuite on a les créatures qui vont être bipèdes, quadrupèdes, volants, et on a les monstres qui vont être... Il y a un monstre agressif, il y a un monstre défensif, et il y a un monstre volant. Voilà. Donc vraiment, tout est à plat, parce que les profils sont les mêmes pour tout le monde. Hein. C'est les règles spéciales et les plateaux. Et ça, c'est la grande richesse de Saga. Ça va être ces plateaux. Les plateaux, c'est assez génial. Vous allez lancer des dés au début de votre tour. Le nombre de dés dont vous disposez dépend de vos effectifs sur la table pendant la partie. Donc il y a une importance aussi. C'est une ressource, en fait, le dé de Saga. C'est que vous savez qu'une unité, s'il y a des temps en dessous de temps d'effectifs, elle ne produit plus de dés sagas, donc il y a un côté intéressant de je vais m'acharner sur cette unité, je vais essayer de la finir, je vais essayer de la baisser à temps, etc. Ou je vais commencer cette unité, parce que si j'en tue 2, je peux descendre le dé saga, etc. Machin. Donc il y a des choses très intéressantes comme ça. Et les dés sagas, en fait, vous allez les répartir selon les phases que vous avez obtenues sur votre plateau pour déclencher des effets. Et chaque faction a son propre plateau qui va donner toute la saveur du jeu. Voilà. Que dire de plus sur Saga et Saga Âge de la Magie? En fait, la mécanique, elle est géniale. C'est peut-être ça qu'il faut que je vous dise, en fait. J'ai même pas parlé de la mécanique, j'ai parlé de recrutement, du système de points. En gros, on va jouer en 6 à 8 points, donc ça peut aller très très vite. Hein. 6 points, c'est quoi? C'est un sorcier, un monstre, une levée, 2 unités de guerrier, une unité de garde. Ça y est, on a 6 points. Pouf, c'est comblé. Voilà, on n'a pas tant d'unités que ça hein, sur la table. On a 4 unités, 2 persos, un monstre. Voilà. Les unités, pour la plupart d'entre elles, ce sera précisé dans la liste de recrutement de chaque faction. Vous allez pouvoir les équiper. Il y a des options d'équipement. Il y a, de base, elles ont arme de base bouclier, ou même pas... Enfin, elles ont un équipement de base qui est standard, qui est même pas précisé dans les règles, et vous allez pouvoir les équiper en arme à 2 mains, arme lourde, tu vois, un truc qui fait plus de dégâts, mais qui du coup empêche d'avoir un équipement défensif. Donc ça va baisser leur valeur de défense, ça va augmenter les dégâts. On va avoir des armes de tir. Les armes de tir, on va avoir les arcs, les arbalètes et les armes à poudre noire. On va retrouver aussi certaines factions avec des javelots ou des sarbacanes. Et la cavalerie, voilà, j'étais en train de chercher, pardon, j'ai un peu bugué. La cavalerie, donc la plupart des unités vont avoir l'option d'être à pied ou montée. Et encore une fois, là, il y a un vrai intérêt dans le jeu. En gros, l'avantage défaut de la cavalerie, c'est que l'avantage, vous allez bouger plus vite, vous allez charger plus loin. Le défaut, c'est que vous êtes plus facile à toucher au tir. Et en fait, dans votre liste, par exemple, il y a marqué que vous avez 6 guerriers. Il y a juste marqué 6 guerriers. Et c'est au moment de les déployer que vous allez choisir si ce sont 6 guerriers. Alors, selon les options que vous avez dans votre liste, voilà. Est-ce que mes guerriers, ils sont de base? Est-ce qu'ils ont des armes de tir? Est-ce qu'ils sont à cheval? Est-ce qu'ils ont des armes lourdes? C'est au moment de les sortir que vous allez choisir en fait ça. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, toutes les options se valent. Il n'y a pas de coût en points pour les options. Toutes les options se valent. Il y a toujours un bonus et un malus à prendre une option. Quand on va jouer, on va activer nos unités, sachant qu'on va pouvoir activer plusieurs fois dans le même tour certaines unités en leur donnant de la fatigue. Et ça va être un élément central du jeu. La plupart des unités vont avoir un maximum de fatigue de 3. Donc si on atteint 3 fatigues, l'unité est épuisée, elle va être plus facile à attaquer, et il faudra qu'elle se repose automatiquement au début du prochain tour pour faire baisser sa fatigue. Donc les actions qu'on va pouvoir faire, il va y avoir les trucs classiques. Marcher, tirer, charger, attaquer, voilà, des choses comme ça.
ou alors se reposer qui va permettre d'enlever une action. Ou tout simplement passer son tour aussi, c'est possible. Et on va jouer avec ces pions de fatigue. On va pouvoir les enlever chez l'adversaire et on va avoir beaucoup d'effets de jeu qui vont permettre d'en rajouter chez l'adversaire ou d'en enlever chez nous. Hein, notamment, la magie va beaucoup être basée sur ça, sur la possibilité de se soigner, donc de se retirer des pions fatigue, ou la possibilité de fatiguer l'adversaire à distance. Et ça, c'est super chouette. J'aime notamment beaucoup la nécromancie et la magie du temps pour ça, parce qu'on va pouvoir coller des malédictions, des trucs comme ça, pour que les adversaires se fatiguent en faisant des actions. Alors, quand je dis on va pouvoir retirer de la fatigue à l'adversaire, en fait, on va consommer, c'est vraiment une ressource qui est au cœur du jeu, hein, la fatigue. C'est-à-dire que quand l'adversaire va faire une action, on va pouvoir consommer la fatigue qu'il a dessus pour l'empêcher de faire une action. Donc par exemple, on va pouvoir réduire son mouvement. Donc il a un mouvement d'une certaine taille, on le passe à une taille plus petite. On va pouvoir lui faire rater une charge, par exemple. S'il dit je charge et tout machin, et puis on peut lui retirer 2 fatigues, et la charge, elle est ratée, l'unité reste sur place. C'est-à-dire que tu as retiré 2 fatigues quand même. 2 fatigues, c'est énorme. On va pouvoir retirer de la fatigue à l'adversaire pour baisser son armure, ou pour augmenter notre attaque. Voilà, donc il y a plein de trucs, il y a un échange comme ça qui va se faire de... voilà, alors sa figurine, elle a déjà 2 fatigues. Donc, si je lui retire une fatigue, je la blesse sur 3+, au lieu de 4+. C'est pas mal, mais elle n'aura plus qu'une fatigue. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas de système de points de vie dans le jeu. Donc ça va être des fatigues plus importantes. Par exemple, les créatures vont pouvoir prendre 4 fatigues. Les monstres, je sais plus... Les monstres, je crois que c'est 4 fatigues aussi. Mais en fait, c'est chaque point de vie... en fait, il faut 4 points de vie pour faire un point fatigue. Enfin, 4 blessures pour faire un seul point fatigue. Voilà, donc il y a tout un système comme ça. Il n'y a pas de point de vie. C'est la fatigue qui fait tout. En gros, tout le monde a un point de vie et certaines figurines ont la capacité d'emmagasiner de la fatigue avant de devoir être retirées comme perte. Notamment les personnages qui vont fonctionner comme ça. Voilà. Et après, c'est un système d'ordre, d'activation. On va, avec les dés-sagas, on va les placer de telle façon à ce que on puisse activer nos figurines. Notre chef va pouvoir donner un ordre à une unité qui est pas très loin. Voilà, il y a des trucs comme ça. Donc des fois, il y a des unités qui vont pas jouer. C'est pas grave. C'est-à-dire, on peut avoir des unités fond de cours, des unités qui sont là pour garder un objectif. Une unité qui est placée de façon défensive, il n'y a pas besoin de la jouer en fait. Elle est en place, elle est là pour recevoir la charge. On va jouer celles qui sont autour, au contraire. Voilà. Donc il y a un côté aussi... vraiment, utilisation des ressources. On a cette double ressource dans le jeu qui est un élément super riche et qui donne aux parties vraiment des rebondissements et un intérêt permanent. Il n'y a pas de « Oh, ta liste est trop forte, je peux rien faire ». Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas ce phénomène-là dans le jeu. Il y a vraiment ce côté où les décisions, à chaque instant, dans la partie, sont importantes et peuvent retourner vraiment les événements. Donc là, répartir ses dés-sagas, donner ses ordres, activer, prioriser en fait quelle unité on va activer, et gérer la fatigue adverse, gérer sa propre fatigue, c'est vraiment tout le sel du jeu. Et ça, c'est commun à tous les sagas, à toutes les périodes. Mais en plus, dans l'âge de la magie, on va avoir du coup ces profils dont je vous disais, les monstres, les créatures et les magiciens, qui vont lancer des sorts, etc. Et ça apporte une petite touche en plus. Alors souvent, ce qu'on entend, c'est que les plateaux de Âge de la Magie sont moins caractérisés que les plateaux des autres factions. Et c'est vrai que en historique, sur la partie historique, il y a des choses qui sont hyper pointues en termes de gameplay par rapport à leur plateau, etc. Avec des choses à faire pendant le tour adverse, des choses à faire pendant son tour, des soutiens, des trucs comme ça et tout. Là où les plateaux de Âge de la Magie sont peut-être plus simples, à la fois plus faciles à aborder, mais du coup moins complexes dans les petites surprises qu'on va pouvoir apporter. Et voilà. Donc ça, c'est un reproche qui est fait à la partie Âge de la Magie, mais moi, n'étant pas joueur historique, en fait, elle me convient très bien la partie Âge de la Magie déjà. Et c'est vraiment un jeu qui est super agréable. Et si vous avez l'occasion, tous les ans, à Strasbourg, il y a la Grande Mêlée, qui est un gros tournoi, mais très fun, avec une super bonne ambiance, où le studio Tomahawk est présent, et c'est organisé par les Grognards d'Alsace à Strasbourg. C'est une super asso. Si vous êtes dans le coin, je vous invite à aller les voir. Et voilà. Et vraiment, la Grande Mêlée,
C'est un super, super bel événement, c'est très très chouette. Et je vous invite à y aller. C'est en fin d'année, là c'était en novembre, je crois, si je dis pas de bêtises, début novembre, ouais ça, c'était début novembre. Donc voilà. Donc Saga, que ce soit la version Âge de la magie, que moi j'affectionne particulièrement, ou la version historique, si vous êtes joueur d'historique, pourquoi pas. Moi j'avoue, il y a des trucs, je les ai quand même les bouquins historiques, et en les lisant, il y a des trucs, je me dis, ah ouais, ça donne trop envie d'y jouer, quoi. L'Âge d'Hannibal, toutes on a envie d'y jouer, elles sont toutes trop bien. Donc voilà. Saga en général, et Saga Âge de la magie en particulier, sont de très bons jeux, donc j'espère que ça vous plaira, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Essayez de deviner quelle sera la suivante.